Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Concept qu'on n'a pas fait depuis un petit moment quand même, c'est les lectures du mois. Parce que, vous le savez, j'ai eu un mois un peu chargé avec le déménagement, et pourtant j'ai quand même pas mal lu. J'ai lu des trucs dont je vous ai sorti quelques vidéos, c'est le cas de Champion, qui était le tirage au sort de la pâle roulette numéro 2, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, normalement je vous aurais mis le lien quelque part. Mais c'est aussi le cas de Umbrella Academy, la série entière, donc ce mois-ci j'ai lu le tome 3 et Tu pues la mort. Donc quand même, ça fait partie de mes lectures, et ça je vous l'ai sorti la semaine dernière. La vidéo vous a pas mal plu, je suis hyper content. Et après, j'ai lu deux choses que vous allez retrouver sur la chaîne, mais je peux déjà vous les teaser. La première des deux, c'est Archer and Armstrong, et là, je peux vous le teaser. Le projet que j'ai pour tout l'univers Valiant, en fait, ça va être une série sur l'univers Valiant. Ça va être assez original pour ma chaîne. C'est pas quelque chose que je fais habituellement. J'espère que ça va vous plaire. Ça devrait arriver courant du mois de juillet. Restez aux aguets. Puis n'hésitez pas à vous abonner et à surtout activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Il y a quelques pépites cet été. Et la dernière lecture que j'ai eue ce mois-ci avant de conclure le mois de juin, si vous êtes assidu à la chaîne, vous le savez, on a tiré au sort déjà le candidat de la pâle roulette numéro 3 et c'est nul autre que Walking Dead de Robert Kirkman. Ça y est, j'ai lu le tome 1, je vous dis pas évidemment ce que j'en ai pensé, ça arrive normalement si je me plante pas la semaine prochaine. Ça y est, en tout cas j'ai commencé Walking Dead. Mais arrêtons cette introduction bien trop longue déjà, on va passer aux 5 bouquins, enfin 6 en l'occurrence, que j'ai lu ce mois-ci et dont je vous ai pas encore parlé. Vous allez voir ça. La première lecture dont je vais vous parler, c'est tout simplement Money Shot, que m'a gentiment envoyé Comics Initiative. Le concept est quand même assez fou. Au niveau de l'histoire, en gros, on va découvrir qu'on n'est pas tout seul dans l'univers. Et à partir de là, forcément, il va y avoir des scientifiques qui vont vouloir en savoir plus sur tout ça. Notamment les personnes qui sont sur ces couvertures. Et malheureusement, bizarrement, l'humanité a pas l'air d'en avoir quelque chose à faire. Et l'argent vient à manquer. Heureusement, ils vont avoir une idée. Tout simplement, le projet Money Shot. Grâce à un téléporteur, ils vont aller sur d'autres planètes. Et sur ces autres planètes, ils vont tout simplement tourner du contenu pour adultes. Voilà, tout simplement, en fait, d'une sorte de porno interespèce. C'est très particulier, le concept est particulier. Moi, ça me chauffait bien à première vue, donc j'étais en mode, bon, j'ai bien envie parce que c'est assez original, j'ai pas l'habitude de lire quelque chose comme ça. Et le fait est que c'est très positif, en fait. J'ai vraiment bien aimé. Parce que, évidemment, il y a du cul, il y en a, évidemment, mais en même temps, c'est pas ce qui fait tout l'intérêt du bouquin. C'est ce qui fait en fait qu'on va être attiré à premier œil par le bouquin parce que on se dit que c'est original, que c'est osé, etc. Et en fait, on va découvrir un propos qui est bien plus intéressant parce que il y a toute cette question en fait de la recherche. Si vous avez vu Don't Look Up, qui est sur Netflix, c'est un film qui dit que la fin du monde approche, etc. Et en fait, personne croit les scientifiques et tout le monde continue à mener son train-train quotidien. Et là, on est à peu près pareil, c'est-à-dire que on a beau expliquer à tout le monde qu'on a besoin de sous pour la recherche, qu'on a besoin de ci, qu'on a besoin de ça, tant qu'ils se sentent pas concernés, finalement, ça va pas fonctionner, et les gens vont pas mettre l'argent dedans. Donc en fait, il y a un vrai propos sur la place de la science, etc., qui est en vrai au premier plan, mais qui est pris un peu à la rigolade, tu vois, mais si vraiment t'es intéressé par ça, ça peut te plaire. En vrai, c'est drôle, c'est assez touchant, ça aborde plein de sujets, tels que notre rapport forcément au contenu pornographique, tels que les relations homosexuelles, tels que notre vision des civilisations extraterrestres, etc. Ça aborde vraiment plein de sujets en 2 tomes, et franchement, c'est super cool. Alors, j'ai plus aimé le tome 1. Le tome 2, ça se base en fait sur un président des États-Unis un peu trumpien, qui est un peu sûr de lui, un peu tout ça, et ça critique autre chose. Et ça devient un peu plus politisé que le tome 1. Mais ça continue, en fait. Les qualités qu'on pouvait trouver dans le 1, on continue de les trouver dans le 2, mais ça apporte pas plus. Et je trouve que le propos politique avait pas vraiment sa place. C'est dommage. Voilà, moi je vous les conseille, vous savez dans quoi vous partez. Vous attendez pas évidemment à la claque de l'année, c'est vraiment décomplexé, et ça aborde des propos qui sont pas assez abordés, tout simplement. Et si Money Shot abordait un sujet bien trop peu abordé, on va passer à un bouquin qui, lui, traite un truc bien plus commun, qui est le genre super-héroïque. Vous le savez, à chaque fois que je vais dans un comic shop, je peux m'empêcher de repartir avec un titre de marque Netflix Millard Touloum. Juste avant de vous en parler, je vous rappelle que ce samedi, le samedi 2 juillet, avec Fox, on part à Paris et qu'on va faire quelques emplettes, vous en doutez bien.
Donc 2 choses. La première, c'est que si vous voulez me conseiller des achats comics ou même manga, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je vais tout relever vendredi soir. Je me ferai une petite liste et au moins je jetterai un œil en boutique à ces bouquins-là et peut-être, qui sait, que je repartirai avec. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vos récents coups de cœur dans les commentaires ou peut-être même des trucs que je peux trouver d'occasion. Allez-y, bombardez. La deuxième chose, c'est tout simplement si jamais vous avez envie de rencontrer Fox ou moi-même, eh ben, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, on va mettre toutes les news concernant la journée de samedi. Et également sur le Discord, il y a un petit onglet pour les meet-up. Donc c'est parfait, n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'un ou sur l'autre pour pas nous rater samedi tout simplement. Mais revenons à nos bouquins, revenons à Mark Millar et à une de ses œuvres finalement les plus cultes, j'en ai beaucoup entendu parler avant de l'acheter, c'est tout simplement Superior. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte Superior? Superior, c'est l'histoire d'un gamin, Simon, qui a une vie assez normale, hein, qui est même pas mal doué en sport, etc., jusqu'au jour où on va lui diagnostiquer une sclérose en plaques, maladie pas très drôle, qui petit à petit, en fait, va l'empêcher de faire toutes ces choses-là et d'avoir une vie normale. Il va avoir du mal à marcher, etc., et tous ses rêves s'écroulent. Et il va se réfugier dans les comics et dans le cinéma, et notamment auprès d'un personnage qui s'appelle Superior, qui est un super-héros à la Superman, le mot est lancé, jusqu'au jour où un mystérieux singe va lui proposer un deal, devenir Superior. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de Superior? Eh ben, écoutez, ça fait partie des Millar que j'ai le plus apprécié. Je crois que la principale raison, c'est que tout simplement, c'est très facile pour moi de m'identifier à Simon, malgré le fait que j'ai pas de handicap. J'étais un gamin passionné de super-héros, passionné de films de super-héros. Je suis un mec qui lit des comics, et je me suis retrouvé un peu dans ce personnage. Alors évidemment, c'est pas très original, parce qu'on a Billy Batson dans Shazam qui a déjà ce côté-là du gamin qui devient super-héros, qui change d'apparence. On a aussi dans Harbinger un personnage qui est handicapé, et qui d'un coup peut devenir une montagne de muscles, et donc un super-héros. Donc c'est pas la première fois que je lis ça, mais c'est raconté par Millar, donc c'est un côté très cinématographique, encore une fois, c'est un langage qui me parle, Millar. Et en plus, les dessins de Laini Liu, je les trouve franchement cool. Je trouve ça super joli. Je trouve que à la fois, il arrive à rendre bien quand c'est un gamin, montrer sa fragilité, et en même temps, il arrive à montrer aussi la supériorité de Supérieur, justement, et son invulnérabilité et tout ça, sa puissance, je trouve que ça ressort super bien, donc il arrive à la fois à jouer sur les deux tableaux, et c'est hyper propre. Un truc que j'aurais aimé voir un peu plus développé, c'est l'histoire en fait de l'acteur qui joue Supérieur dans les films. On le voit dans le bouquin, et je trouvais ça hyper intéressant. Imaginez demain, on vous propose en fait de prendre l'apparence de Henry Cavill et de devenir Superman. C'est hyper marrant de se dire que devient Henry Cavill quoi. Tu vois, le gars il se voit lui-même en train de voler, en train de sauver des gens. Et du coup c'est hyper intéressant. J'avais envie d'en savoir un peu plus sur ce personnage. Évidemment, ça va être adapté parce que c'est du Mark Millar, donc pour le coup, ça, j'ai bien envie de le voir adapté et de voir à quel point ils peuvent faire un truc bien méta avec. Ça peut être super cool. Je vous conseille pas toujours les Millar, celui-là, honnêtement. En plus, ça coûte pas hyper cher. Hein. Si jamais vous le trouvez d'occasion, n'hésitez pas à vous le prendre. C'est un bon moment, franchement. Alors, avant de passer à mes 2 grosses lectures du mois, je voulais juste revenir sur un autre titre de Comics Initiative qui s'appelle No One's Rose. Alors, encore une fois, je vais lire l'équipe parce que je me rappelle jamais. C'est Thompson, Horn et Albuquerque. Voilà, grosso modo, qui travaillent dessus. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, No One's Rose? Eh bien, on nous raconte que l'humanité, elle a échoué dans sa mission de sauver la planète. C'est mort, ça c'est clair. Donc, du coup, elle va vivre sous un dôme et avec plusieurs étages de civilisation, en fait. Et on va retrouver 2 personnages, un frère et une sœur, qui veulent changer les choses, chacun à leur manière. L'une en respectant les règles et en travaillant plutôt dans le côté science, l'autre en rejoignant en fait une faction qui essaye de combattre l'autorité en place. Donc 2 combats pour mener à la même chose, mais très différents finalement. Mais en tout cas, ils se mettent d'accord sur un truc qui est le propos, évidemment, de No One's Rose, c'est que la nature doit être protégée. Je sais que c'est souvent le cas, je vous parle beaucoup de lectures qui parlent d'écologie, en même temps ça reflète, je crois, une peur qui est légitime. Et justement, je trouve que là où des titres comme We Live par exemple, qui traitent d'écologie, le traitent un peu en surface pour amener un autre propos par-dessus, là c'est vraiment le cœur du truc. Le cœur du truc c'est il faut protéger la nature, comment on peut le faire. Et je trouvais ça hyper intéressant de prendre le problème vraiment à bras-le-corps. Et il faut bien avouer qu'on a très envie de protéger la planète quand on lit ça, parce que les dessins d'Albuquerque sont géniaux.
il donne super envie, notamment quand on traite de la nature. On a des couleurs qui sont incroyables, des plans qui sont un peu plus éloignés, qui nous montrent toute l'immensité et la richesse de notre planète. Et ça, je trouve ça génial. J'ai beaucoup aimé No One's World. Honnêtement, par contre, je trouve le début et la mise en place de tout ce monde-là, forcément, on crée tout un monde. C'est toujours le problème des one-shots, c'est que il faut qu'au début ça aille vite pour que la situation soit mise en place et qu'après on nous introduise les personnages et tout ce qui va en découler. Donc le premier tiers du livre, je le trouve un peu fouillis et j'avais peur de décrocher. Heureusement, j'ai tenu, notamment grâce à Fox qui lui l'avait fini avant moi et qui m'a dit vas-y continue, ça vaut le coup. Effectivement, ça valait grave le coup. En tout cas, conclusion, c'est pas un récit qui va révolutionner le genre écologique, qui va révolutionner le genre de la dystopie, de la SF ou de ce que vous voulez. Pas du tout. Par contre, c'est un récit qui est bien dans son temps et si vous vous intéressez à ce sujet, je vous le conseille quand même. N'hésitez pas à vous le procurer, honnêtement. C'est aussi chez Comics Initiative, donc et puis c'est un beau bouquin. Je trouve c'est un bouquin qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, donc voilà, je vous le conseille. Là, on va arriver sur un des livres dont vous attendiez le plus que je parle. Je sais que j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit alors, tu l'as lu, j'attends ton avis avant de l'acheter. Je parle évidemment de Brit. Qu'est-ce que c'est que Brit? Brit, c'est édité chez Delcourt, et ça nous raconte en fait l'histoire du personnage de Brit. Voilà, jusque-là, c'est assez logique. En fait, c'est un personnage qui est immortel, ou quasi immortel en tout cas. Bah, c'est bien pratique d'avoir un mec immortel, puisqu'il l'envoie sur toutes les missions les plus périlleuses, en se disant, bon, de toute manière, il va pas mourir. Donc ça se passe évidemment dans l'univers d'Invincible, c'est pour ça que moi je l'ai pris, évidemment. Et ça va nous permettre de recroiser des personnages qu'on connaît bien. Alors, il maximise pas mal sur Invincible, tu vois, on le voit pas mal. Il n'est pas beaucoup dans le récit. Alors, si jamais vous êtes en manque du personnage d'Invincible, c'est pas là-dedans que vous le verrez plus. Par contre, on va pas mal avoir le personnage, évidemment, de Brit, mais aussi de Cécile et Donald. Surtout Donald, qui au final, bah, c'est la plus grosse surprise de ce bouquin. J'ai adoré le personnage. Autant Brit, un peu Osef, un peu les personnages qui gravitent autour, on s'en fout un peu. Par contre, le personnage de Donald, il est super cool. La première fois que j'ai donné mon avis sur Brit à mes potes, je l'ai décrit comme une panière de pain. Je sais pas si vous allez suivre ma métaphore. Quand vous êtes au restaurant, vous avez très faim. La panière de pain qu'on vous donne en mode tiens, mange ça en attendant, bah c'est un peu ça. C'est-à-dire que moi je suis ultra fan d'Invincible. J'attends toujours que les tomes sortent. Là, ils ont été repoussés en plus, donc bah mon attente était infinie. Et du coup, bah on me donne ça à manger. Alors, c'est une panière à pain qui coûte presque 40 balles. Hein, ça fait cher le pain. Mais moi, pour le coup, j'ai trouvé d'occasion à une vingtaine d'euros, 22 euros, je crois. Donc en vrai, à ce prix-là, ça vaut le coup. Maintenant, ça vient pas ajouter un truc de fou à Invincible. Et si déjà vous n'êtes pas ultra fan de l'univers ou si vous connaissez pas l'univers d'Invincible, ne lisez pas ça, évidemment. Maintenant, il faut savoir ce qu'on vient chercher quand on lit du Invincible. On vient chercher la patte de Kirkman. Ok, elle y est pas tant que ça. On vient chercher les dessins de Ryan Otley. Il y est pas du tout. On vient chercher le personnage d'Invincible et tous les personnages qui gravitent autour, on n'en a pas beaucoup, en tout cas on n'a pas les plus intéressants. Donc finalement, qu'est-ce qui nous reste? Bah il nous reste de l'humour, du super-héros un peu sanglant, etc. Donc, en fait, l'ambiance Invincible est là, mais sans toutes les petites fioritures autour qui font que c'est un univers incroyable. Ça paraît un peu fade même, mais encore une fois, c'est vraiment le truc pour patienter. Si jamais voilà, comme moi, vous êtes en manque d'Invincible et que vous avez des moyens de côté, ou que vous trouvez ça d'occasion pour pas cher, je vous le conseille, ça fait quand même un vrai gros beau bébé. Puis j'ai passé un bon moment. Voilà, le vrai truc, c'est que j'ai passé un bon moment, mais en tout cas, c'est pas un truc incroyable, ça vaut pas Invincible, c'est clair. Et enfin, la dernière chose, la grosse clacasse. La grosse clacasse que je me suis pris. Vous le savez, j'ai adoré Spider-Man Life Story, vous me voyez venir. Je vous en ai beaucoup parlé sur la chaîne, en tout cas plusieurs fois. Et ils ont annoncé depuis très longtemps, je savais que ça sortait aux US, la même chose sur les Fantastic Four. Le truc, c'est que les 4 Fantastiques, j'en ai pas grand chose à faire des personnages. Autant j'aime beaucoup les films du début des années 2000, autant j'ai hâte du prochain, on parlera pas de celui de 2015, mais bah, j'avais pas envie de lire du Fantastic Four en fait. Mais le concept de Life Story, je l'ai beaucoup trop aimé. Donc j'ai évidemment acheté le Fantastic Four Life Story, dans la même édition que j'avais pris Spider-Man juste avant. Là, déjà, première différence entre les deux, parce que je vais pas mal les comparer. La première différence, c'est évidemment l'équipe. Puisque là, on a Mark Russell et Sean Isaacs qui viennent nous proposer cette histoire-là. Là où on avait Zdarsky et Bagley, je crois, sur Fantastic Four, enfin sur Spider-Man. Donc, déjà, premier changement. Deuxième changement, c'est évidemment que c'est sur les 4 Fantastiques et pas Spider-Man.
Jusque-là, vous n'êtes pas trop con. Et la troisième différence, c'est que vous connaissez le concept de life story, hein, c'est tout simplement suivre les personnages qui vont vieillir au fil des décennies. Là, ça commence dans les années 60 jusqu'à 2020, donc ils vont prendre 60 ans dans la gueule. Jusque-là, vous connaissez le concept de life story, je pense. Par contre, la différence, c'est que Spider-Man avait apporté un truc, c'était que chaque décennie retraçait les événements éditoriaux, on va dire, de la vie de Spider-Man. Donc ça, c'était hyper intéressant. Mais là, ils l'ont pas fait. Et en même temps, tant mieux, parce que la vie éditoriale des 4 Fantastiques, je la connais pas beaucoup, mais elle a l'air déjà beaucoup moins riche que Spider-Man, donc peut-être qu'il n'y avait pas bien matière à le faire. Et c'est le meilleur move qu'ils aient fait. Alors de quoi ça parle, les 4 Fantastiques? Bon, évidemment, ça va nous raconter comment est-ce que cette équipe de 4 est née, comment est-ce qu'ils sont remontés dans cette navette, quel accident qui a eu lieu, comment ils ont eu leur pouvoir, etc. C'est évident. Mais le vrai propos, il est ailleurs. Est-ce que vous avez vu Don't Look Up sur Netflix? Je suis trop chiant avec ce film. Mais je suis désolé, c'est exactement le même propos. Je vous rappelle, c'est donc des scientifiques qui découvrent que la Terre va s'éteindre, simplement qu'il y a une grosse menace qui pèse sur la Terre, et personne ne les croit. C'est exactement la même chose. En fait, durant cet événement, où Reed Richards va choper ses pouvoirs, il va rentrer en contact avec un certain Galactus, et il va vite comprendre que Galactus, c'est pas le gars le plus gentil du monde, et qu'il va peut-être vouloir aspirer la Terre. Et du coup, il va essayer de prévenir tout le monde, et personne va le croire, en se disant, mais déjà, c'est une vision que t'as eue, d'où tu nous sors ça? Et ça va, on a le temps, arrête, quoi. Donc en fait, c'est un peu ça de Reed Richards qui va, pendant des années et des années, pendant des dizaines et des dizaines d'années, essayer de prévenir tout le monde, essayer de trouver une solution, essayer de protéger la Terre contre cette menace qui arrive. Et le personnage de Reed Richards, du coup, il est hyper touchant parce qu'il sacrifie toute sa vie pour le bien commun. En fait, il va pas voir grandir son gosse, il va pas assez se soucier de sa femme, en fait, il va vouer sa vie à la science, vouer sa vie à éviter cette fin du monde, alors que tout le monde lui chie à la gueule. Les gens qu'il essaye de protéger, c'est-à-dire la population mondiale, lui chient à la tronche, alors que lui, il sacrifie sa vie pour eux. C'est horrible, évidemment. C'est le cas de plein de gens dans le monde qui font ça. Et du coup, c'est hyper touchant. Le personnage de Reed Richards, c'est pas un personnage que j'aime beaucoup, parce que je l'ai pas lu énormément. Je l'ai beaucoup vu dans Civil War, où il est détestable, etc. Mais là-dedans, il était hyper touchant. Et c'est un peu le problème, c'est que du coup, les 3 autres personnages sont un peu moins mis en avant. Je trouve que, notamment, tout le côté de Ben Grimm, la chose, tout ce côté déshumanisé, monstrueux, en fait, du personnage, n'est pas assez mis en avant. Je trouve aussi que le rôle de la femme, dans les années 60, etc., de Sue, n'a pas été mis assez en avant, etc. C'est vraiment très axé sur Reed Richards. Peut-être que c'est du déjà vu pour vous. Moi, en tout cas, ça a été une vraie claque. Parce que, encore une fois, c'est un sujet qui me passionne. Il y a vraiment un sujet d'écologie derrière qui est pas du tout caché. C'est pas du tout subtil. Mais c'est génial. Franchement, c'est génial. C'est écrit à la perfection. Je pense que je vais suivre cet écrivain parce qu'il a une façon d'écrire qui est hyper subtile, qui me rappelle Mr. Miracle. J'allais dire qu'il me rappelle Tom King, mais non, qui me rappelle surtout Mr. Miracle, parce que Tom King est un peu moins subtil dans ses autres œuvres. Mais ce côté très subtil qui parle plus à l'inconscient qu'au conscient, je trouve ça passionnant. Donc en vrai, je vous conseille à fond de lire Fantastic Four Life Story, vraiment. Pour moi, c'est encore une claque. Et ce concept de Life Story, j'espère qu'ils vont l'étendre à plein de personnages, même aux X-Men que j'aime pas forcément, je le lirai quand ça y sera, parce que je trouve le concept fou, et ça permet de faire des histoires incroyables avec des super équipes dessus. Ben voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai lu ce mois-ci, j'ai quand même pas mal lu, hein. Mais on verra ce que je choperai à Paris pour le mois de juin. En tout cas les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et surtout à la partager. Je le dis jamais, vous pouvez partager cette vidéo sur Twitter, Instagram, faire des retweets, etc. Ça fait toujours plaisir, mentionnez-moi dans mes stories, je regarderai ça avec grand plaisir. D'ici la prochaine vidéo et d'ici le prochain live, je vous souhaite à tous évidemment le meilleur et je vous fais des bisous à samedi pour certains, à dimanche en live pour d'autres. Bisous tout le monde.